Nous sommes en 623 après Jésus-Christ. Un garçon de 10 ans reçoit un cadeau empoisonné, son propre royaume. Dagobert, fils de Clotaire II, devient roi d'Austrasie à un âge où d'autres enfants jouent encore aux osselets. Cette nomination n'a rien d'un caprice paternel. Elle répond à une stratégie politique complexe qui va façonner l'avenir de la France. L'aristocratie austrasienne gronde depuis des années. Ces nobles germaniques ne supportent plus d'être gouvernés depuis la lointaine Neustrie. Ils veulent leur roi, leur cour, leurs privilèges. Clotaire II comprend que refuser risque de provoquer une guerre civile. Il choisit donc de sacrifier son fils aîné sur l'autel de la paix politique. Le petit Dagobert débarque à Metz avec un statut particulier, roi en titre, mais encadré par 2 tuteurs redoutables. Pépin de Landen, maire du palais, contrôle l'administration. Arnoul, évêque de Metz, supervise l'éducation religieuse et politique. Ces 2 hommes pensent tenir leur marionnette royale. Ils se trompent lourdement. Dès ses premières années de règne, Dagobert montre un caractère inflexible. Il refuse de se contenter du rôle décoratif qu'on lui destine. À 15 ans, il prend des décisions qui stupéfient ses tuteurs. Il nomme ses propres conseillers, modifie les lois locales, redistribue des terres. Pépin et Arnoul réalisent qu'ils ont contribué à créer un monstre politique. La véritable révolution commence quand Dagobert atteint sa majorité. Il renvoie brutalement ses tuteurs de leur poste consultatif. Plus question de gouverner par procuration. Le jeune roi assume pleinement ses prérogatives et montre une ambition qui dépasse largement les frontières de l'Austrasie. En 629, Clotaire II meurt. L'heure de vérité sonne pour Dagobert. À 25 ans, il hérite théoriquement de la Neustrie et de la Bourgogne, mais rien n'est acquis. Son demi-frère Caribert revendique l'Aquitaine et une partie du Languedoc. Les nobles de chaque royaume testent le nouveau souverain. Dagobert comprend immédiatement que la faiblesse tuera son règne. Il convoque une assemblée générale à Clichy et prononce un discours qui marque les esprits. Devant une foule de nobles, de clercs et de guerriers, il revendique l'héritage complet de son père. Pas question de diviser l'Empire franc. Celui qui contestera sa légitimité affrontera son épée. Cette déclaration provoque des remous dans tous les royaumes. Caribert refuse de céder l'Aquitaine et lève une armée. Plusieurs nobles neustriens murmurent contre ce roi austrasien qui prétend les diriger. Dagobert sent le sol se dérober sous ses pieds, mais il tient bon. La partie d'échecs politique commence. Dagobert négocie, menace, corrompt, intimide. Il promet des charges aux nobles hésitants, des privilèges aux clercs influents, des terres aux guerriers fidèles. En quelques mois, il retourne une situation désespérée en sa faveur. Caribert meurt subitement en 632, peut-être empoisonné, peut-être victime d'une maladie opportune. Dagobert hérite de l'Aquitaine sans livrer bataille. Ses ennemis y voient dans la main de Dieu, ses partisans parlent de chance royale. Les plus malins comprennent que leur nouveau roi ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs. Dagobert prend alors une décision qui révolutionne la géographie du pouvoir franc. Il choisit Paris comme capitale. Cette ville, ni austrasienne, ni neustrienne, ni bourguignonne, échappe aux particularismes régionaux. Elle se situe au carrefour des principales voies commerciales et contrôle la Seine, axe économique vital. L'installation du roi à Paris provoque un tollé chez les nobles traditionalistes. Chaque région considère ce choix comme une trahison. Les Austrasiens accusent leur ancien roi d'abandonner ses racines germaniques. Les Neustriens voient d'un mauvais œil ce souverain qui refuse de s'installer dans leur capitale historique. Dagobert assume totalement sa rupture avec les traditions. Il fait construire un palais somptueux sur l'île de la Cité et y déplace toute l'administration royale. Les fonctionnaires, les clercs, les artisans suivent la cour. En quelques années, Paris devient le véritable centre névralgique de l'Empire franc. Cette centralisation du pouvoir change radicalement la donne politique. Les nobles qui veulent peser sur les décisions royales doivent désormais se déplacer à Paris. Ils perdent leur influence locale au profit d'une proximité avec le roi. Dagobert contrôle ainsi mieux ses vassaux en les obligeant à graviter autour de sa personne. Le roi développe un système de gouvernement révolutionnaire pour l'époque. Au lieu de déléguer son autorité aux maires du palais locaux, il organise des tournées personnelles dans chaque région. Ces voyages royaux permettent de rendre la justice, de contrôler les fonctionnaires, de recevoir les doléances des sujets. Dagobert transforme l'administration mérovingienne en véritable machine de guerre bureaucratique.
Il nomme des comtes fidèles dans chaque région, double les effectifs de scribes royaux, crée un réseau d'informateurs qui lui rapportent les moindres rumeurs de complot. Cette modernisation administrative s'accompagne d'une politique économique agressive. Le roi favorise le commerce en sécurisant les routes, standardise les monnaies pour faciliter les échanges, accorde des privilèges aux marchands étrangers qui acceptent de s'installer dans ces villes. Les revenus royaux explosent grâce à cette politique. Les taxes commerciales remplissent les caisses, permettant de financer une armée permanente et de construire les monuments qui immortaliseront le règne. Dagobert comprend qu'un roi riche est un roi respecté. Parallèlement, il révolutionne la justice royale. Fini le temps où les nobles règlent leurs différends par les armes ou les ordalies barbares. Le roi impose ses tribunaux, ses lois écrites, ses procédures codifiées. Cette révolution juridique renforce considérablement l'autorité royale aux dépens des pouvoirs locaux. Les chroniqueurs de l'époque rapportent des anecdotes révélatrices sur ces tournées judiciaires. Dagobert n'hésite pas à condamner de puissants seigneurs coupables d'abus de pouvoir. Il acquitte des roturiers accusés injustement par des nobles vindicatifs. Cette justice impartiale lui vaut une popularité extraordinaire parmi le peuple. Dagobert comprend rapidement que l'Église représente le seul pouvoir capable de rivaliser avec l'autorité royale. Au lieu de s'opposer aux clercs, il choisit de les séduire et de les utiliser. Cette stratégie va révéler ses talents de manipulateur politique. Le roi multiplie les donations aux monastères et les constructions d'églises. Ces générosités apparentes cachent un calcul implacable. Chaque abbaye fondée étend l'influence royale, chaque évêque nommé renforce le réseau de fidèles du souverain. Saint-Éloi devient l'un des conseillers les plus influents du royaume. Cet orfèvre génial transformé en homme d'église cumule les fonctions d'évêque de Noyon, de conseiller royal et de grand trésorier. Il supervise la frappe des monnaies, négocie les traités diplomatiques, organise les cérémonies officielles. La relation entre Dagobert et Éloi dépasse le simple calcul politique. Les deux hommes partagent une vision moderniste de la royauté et de l'Église. Ils veulent transformer la France en puissance européenne capable de rivaliser avec Byzance et les califats musulmans. Saint Ouen, autre figure majeure du clergé français, rejoint cette alliance sacrée. Évêque de Rouen et chancelier royal, il rédige les lois, supervise l'éducation des futurs fonctionnaires, développe un réseau d'écoles attachées aux cathédrales. L'épisode le plus controversé du règne concerne la basilique Saint-Denis. Les chroniques officielles attribuent à Dagobert la fondation de cette église destinée à devenir la nécropole royale. La réalité historique s'avère plus complexe et plus intrigante. Les recherches archéologiques modernes prouvent que la basilique existait avant le règne de Dagobert. Le roi n'a donc pas fondé l'édifice, mais il l'a considérablement agrandi et transformé. Cette manipulation de la vérité historique révèle ses talents de propagandiste. Dagobert comprend l'importance symbolique du lieu. Saint-Denis, premier évêque de Paris martyrisé par les Romains, représente l'alliance entre la foi chrétienne et la résistance gauloise. En s'appropriant ce symbole, le roi légitime sa propre autorité. Les travaux d'agrandissement commencent dès 635. Dagobert fait venir les meilleurs artisans de l'Empire, importe des marbres précieux, commande des ornements somptueux. La nouvelle basilique doit impressionner les visiteurs et rivaliser avec les plus beaux monuments de Ravenne ou Constantinople. Le roi prend une décision révolutionnaire. Il choisit d'être inhumé à Saint-Denis plutôt que dans la nécropole traditionnelle de ses ancêtres. Cette rupture avec les traditions mérovingiennes marque la naissance d'une nouvelle conception de la royauté française. Dagobert ne se contente pas de consolider l'héritage paternel. Il lance plusieurs expéditions militaires qui étendent considérablement les frontières de son royaume. Ces conquêtes révèlent ses talents de stratège et sa cruauté implacable envers les ennemis. En 637, les Gascons se révoltent contre l'autorité royale. Ces montagnards basques profitent de leur terrain difficile pour harceler les garnisons franques. Dagobert lève une armée considérable composée de Bourguignons et de Neustriens, démontrant sa capacité à unir ses sujets contre l'ennemi extérieur. La campagne de Gascogne tourne au massacre. Les chroniques rapportent que l'armée royale tue sans distinction combattants et civils, brûle les villages, déporte les populations survivantes. Dagobert veut terroriser ses ennemis pour décourager de futures rébellions. Cette stratégie de terreur fonctionne parfaitement.
Les autres peuples limitrophes comprennent qu'affronter le roi des Francs signifie risquer l'extermination. Les ambassadeurs affluent à Paris pour négocier des traités de paix et de soumission. Dagobert pousse ses troupes jusqu'aux Pyrénées et établit une frontière solide avec les royaumes wisigoths d'Espagne. Cette expansion territoriale rapporte un butin considérable qui finance les grands travaux et récompense la fidélité des nobles. Sur le plan international, Dagobert développe une diplomatie agressive qui mélange menaces militaires et négociations habiles. Il entretient des relations complexes avec l'Empire byzantin, les royaumes lombards d'Italie, les tribus saxonnes et les principautés slaves. L'empereur Héraclius de Byzance tente de rallier Dagobert à une coalition contre les Arabes musulmans qui menacent l'Orient chrétien. Le roi des Francs temporise, demande des compensations territoriales exorbitantes, finit par refuser poliment de s'engager dans cette guerre lointaine. Cette prudence diplomatique révèle l'intelligence politique de Dagobert. Il comprend que la France n'a rien à gagner dans un conflit qui épuiserait ses ressources au profit d'intérêts byzantins. Il préfère consolider ses frontières occidentales et développer son économie. Les relations avec les Lombards d'Italie du Nord s'avèrent plus tendues. Ses anciens alliés des Mérovingiens contestent désormais l'hégémonie franque et soutiennent les révoltes gasconnes. Dagobert organise plusieurs expéditions punitives qui rétablissent l'équilibre des forces. Le roi négocie également avec les chefs saxons, qui contrôlent les côtes de la mer du Nord. Ces accords commerciaux permettent aux marchands francs d'accéder aux réseaux commerciaux nordiques et d'importer l'ambre, les fourrures, le fer scandinave. Vers 634, Dagobert commet l'erreur qui va condamner l'avenir de sa dynastie. Pressé par les nobles austrasiens qui menacent de se révolter, il accepte de céder le royaume d'Austrasie à son fils Sigebert III, âgé de 3 ans seulement. Cette décision reproduit exactement le schéma qui avait conduit à sa propre nomination précoce. Dagobert espère sans doute contrôler son fils comme ses tuteurs avaient tenté de le manipuler. Il sous-estime la capacité de résistance des institutions locales. Sigebert III grandit entouré de conseillers austrasiens qui lui inculquent une méfiance systématique envers son père et la cour de Paris. Cette éducation parallèle crée progressivement 2 royaumes francs rivaux au lieu d'un empire unifié. Dagobert tente de compenser cette division en renforçant son contrôle sur la Neustrie et la Bourgogne. Il nomme des comtes totalement dévoués, épure l'administration des éléments douteux, développe un réseau d'espionnage qui surveille les nobles suspects. Cette paranoïa croissante transforme progressivement le caractère du roi. L'homme qui avait séduit par sa justice et sa générosité devient méfiant, cruel, imprévisible. Les chroniqueurs rapportent des colères terrifiantes, des décisions arbitraires, des exécutions sommaires. Les dernières années du règne voient Dagobert sombrer dans une spirale autodestructrice qui annonce la décadence mérovingienne. Le roi, rongé par l'inquiétude concernant sa succession et la stabilité de son royaume, multiplie les erreurs politiques. L'économie du royaume subit les contre-coups des dépenses somptuaires et des expéditions militaires répétées. Les taxes augmentent, mécontentant les marchands qui avaient soutenu la politique royale. Les paysans supportent mal les corvées nécessaires aux grands travaux et aux levées d'hommes. Dagobert perd progressivement le soutien de ses fidèles. Saint-Éloi lui-même prend ses distances avec un souverain qui n'écoute plus ses conseils et gouverne par la terreur. Cette rupture avec son principal allié isole dangereusement le roi. Les révoltes locales se multiplient sans que Dagobert puisse toutes les réprimer efficacement. Ses armées s'épuisent à courir d'une province rebelle à l'autre, sans jamais pacifier durablement les territoires reconquis. La santé du roi se dégrade rapidement. Les chroniqueurs évoquent des crises de rage incontrôlées, des périodes de prostration, des hallucinations qui terrifient l'entourage royal. Dagobert semble perdre progressivement contact avec la réalité. Dagobert meurt le 19 janvier 639, à l'âge de 35 ans environ. Sa mort brutale, peut-être causée par un empoisonnement, laisse un royaume ébranlé mais encore puissant. L'héritage de ce règne tumultueux va marquer définitivement l'histoire de France. Conformément à ses volontés, le roi est inhumé dans la basilique Saint-Denis qu'il avait tant aimée. Cette sépulture inaugure une tradition qui durera plus de 1000 ans. Jusqu'à la Révolution française, la plupart des rois de France reposeront aux côtés de Dagobert. L'enterrement donne lieu à des cérémonies somptueuses qui impressionnent les ambassadeurs étrangers.
l'Église déploie tout son faste pour honorer le souverain qui avait tant favorisé son développement. Cette alliance posthume renforce encore le mythe naissant. Sigebert III hérite de l'Austrasie sous la tutelle des maires du palais, reproduisant exactement le scénario que son père avait vécu 40 ans plus tôt. Clovis II, fils cadet, reçoit la Neustrie et la Bourgogne, mais reste mineur. La régence échoit à sa mère Nantilde. Cette division du royaume franc marque le début de la décadence mérovingienne. Les maires du palais vont progressivement confisquer le pouvoir royal, préparant l'avènement de la dynastie carolingienne. Paradoxalement, Dagobert aura été le dernier grand roi mérovingien et l'artisan involontaire de la chute de sa lignée. Quelques années après sa mort, les premières légendes commencent à transformer la figure historique de Dagobert. Les chroniqueurs chrétiens, influencés par saint Éloi et saint Ouen, présentent le roi comme un monarque pieux et juste, protecteur de l'Église et défenseur des humbles. Cette image idéalisée occulte progressivement les aspects les plus sombres du règne. Les massacres de Gascons, les répressions sanglantes, la terreur politique disparaissent des récits officiels. Seuls subsistent les souvenirs de justice, de générosité et de grandeur royale. L'Église a tout intérêt à magnifier la mémoire de Dagobert. Ce roi qui avait tant donné aux monastères et aux cathédrales mérite d'être présenté comme un modèle de souverain chrétien. Les clercs transforment progressivement l'histoire en hagiographie. Les trouvères et les jongleurs s'emparent de cette légende dorée pour composer chansons et récits épiques. Dagobert devient le héros de romans chevaleresques qui circulent dans toute l'Europe médiévale. Sa réputation dépasse largement les frontières de la France. Curieusement, cette glorification officielle coexiste avec des traditions populaires beaucoup plus irrévérencieuses. Le peuple qui avait subi les taxes et les corvées royales conserve un souvenir plus nuancé du règne. C'est au XVIIIe siècle que naît la célèbre chanson du bon roi Dagobert, qui transforme définitivement l'image du monarque mérovingien. Cette comptine apparemment anodine constitue en réalité une charge politique d'une rare violence contre l'Ancien Régime. Dagobert fut choisi comme protagoniste parce qu'il était le roi fondateur de la basilique Saint-Denis, symbole central de l'idéologie religieuse qui soutenait le droit divin monarchique caractéristique de l'Ancien Régime. L'Église catholique était également visée par cette satire révolutionnaire. La chanson présente Dagobert comme un roi ridicule, incapable de s'habiller seul, entièrement dépendant de saint Éloi pour les actes les plus élémentaires de la vie quotidienne. Cette image carnavalesque vise en réalité Louis XVI et Marie-Antoinette, accusés d'incompétence et de légèreté. L'histoire de la culotte retournée n'a donc aucune base historique. Elle relève de la propagande révolutionnaire qui utilise l'humour et la dérision pour délégitimer l'institution monarchique. Le vrai Dagobert, conquérant impitoyable et politique retors, n'a rien de commun avec ce personnage de farce. Cette manipulation de l'histoire révèle la puissance des mythes politiques. En quelques décennies, une chanson satirique efface 1000 ans de tradition historique et impose une image totalement fantaisiste d'un des plus grands rois de France. Au-delà des légendes et des déformations, le règne de Dagobert marque une rupture majeure dans l'évolution politique française. Ce roi révolutionne les structures administratives, transforme la géographie du pouvoir, modernise l'économie, impose une nouvelle conception de l'autorité royale. L'installation de la capitale à Paris constitue peut-être la décision la plus lourde de conséquences. Cette ville va désormais concentrer tous les pouvoirs et attirer toutes les ambitions. L'histoire de France se confond progressivement avec l'histoire parisienne. La centralisation administrative initiée par Dagobert préfigure les réformes de Philippe Auguste, de Saint-Louis, de Philippe le Bel. Les Capétiens ne feront qu'approfondir et systématiser les innovations mérovingiennes. L'alliance avec l'Église, calculée mais sincère, pose les bases de la monarchie de droit divin. Les liens tissés entre le trône et l'autel survivront aux invasions, aux guerres civiles, aux révolutions dynastiques. Paradoxalement, la division du royaume imposée par les circonstances politiques annonce les futurs partages territoriaux qui affaibliront durablement la France. L'unité si difficilement conquise par Dagobert ne lui survivra pas. Les historiens modernes portent sur Dagobert un jugement nuancé qui intègre ses contradictions et ses paradoxes. Ce roi fut à la fois bâtisseur et destructeur,
modernisateur et conservateur, juste et cruel. Son règne illustre parfaitement les dilemmes du pouvoir monarchique médiéval. Comment concilier l'autorité royale avec les particularismes locaux? Comment moderniser sans provoquer de révolution? Comment transmettre un héritage politique dans un monde dominé par la violence? Dagobert apporte des réponses originales à ces questions, mais ces solutions génèrent de nouveaux problèmes. La centralisation renforce le roi, mais affaiblit les solidarités régionales. L'alliance avec l'Église stabilise le royaume, mais crée une dépendance dangereuse. Cette ambivalence explique la postérité contrastée du personnage. Tour à tour présenté comme saint roi, tyran sanguinaire ou souverain ridicule, Dagobert échappe aux catégories simples et continue d'intriguer les historiens. Sa véritable grandeur réside peut-être dans cette capacité à incarner les contradictions de son époque. Dernier roi barbare et premier monarque moderne, Dagobert incarne la transition entre deux mondes. Au-delà du politique et du symbole, Dagobert reste un homme de chair et de sang, avec ses passions, ses peurs, ses espoirs. Les chroniques nous livrent quelques indices sur sa personnalité complexe et tourmentée. Le roi semble avoir été d'une intelligence exceptionnelle, capable d'analyser les situations les plus embrouillées et de trouver des solutions originales. Cette lucidité politique s'accompagne d'une ambition démesurée qui le pousse à dépasser constamment ses limites. Dagobert manifeste également une sensibilité artistique peu commune chez les souverains barbares. Sa passion pour l'architecture, l'orfèvrerie, la musique révèle un homme cultivé qui comprend l'importance de la beauté dans l'exercice du pouvoir. Ses relations avec les femmes restent mystérieuses. Marié plusieurs fois pour des raisons diplomatiques, père de plusieurs enfants, il semble avoir entretenu des liaisons multiples qui scandalisent le clergé de l'époque. Cette vie privée mouvementée contraste avec l'image de roi pieux véhiculée par les chroniqueurs officiels. Dagobert apparaît comme un homme de son temps, partageant les mœurs brutales et les plaisirs simples de l'aristocratie mérovingienne. La mort de Dagobert à 35 ans seulement reste l'une des grandes énigmes de son règne. Les chroniques évoquent pudiquement une maladie brutale, mais plusieurs indices suggèrent un empoisonnement. Le roi avait multiplié les ennemis au cours de ces dernières années. Sa méfiance maladive et ses colères imprévisibles avaient éloigné ses plus fidèles conseillers. L'hypothèse d'un complot n'a rien d'invraisemblable. Plusieurs suspects peuvent être identifiés. Les nobles austrasiens opposés à la centralisation parisienne, les maires du palais soucieux de récupérer leurs prérogatives, les clercs scandalisés par la vie privée royale. L'enquête menée après la mort ne donne aucun résultat. Les témoins se taisent, les preuves disparaissent, les coupables présumés bénéficient d'alibis en béton. Cette omerta générale accrédite l'hypothèse d'un complot impliquant les plus hautes personnalités du royaume. La vérité ne sera jamais établie, mais cette mort mystérieuse ajoute une dimension tragique au personnage de Dagobert. Le roi qui avait tant œuvré pour concentrer le pouvoir meurt peut-être victime de cette concentration même. 14 siècles après sa mort, Dagobert continue de fasciner et d'interroger. Cette permanence dans la mémoire collective témoigne de l'impact extraordinaire de son règne sur l'imaginaire français. Chaque époque réinvente Dagobert selon ses préoccupations et ses obsessions. Le Moyen-Âge en fait un roi chevalier, la Renaissance un monarque humaniste, les Lumières un despote éclairé, la Révolution un tyran ridicule. Cette plasticité du mythe révèle la richesse symbolique du personnage. Dagobert incarne tous les rêves et toutes les peurs que suscite le pouvoir royal. Il est à la fois le père protecteur et le maître tyrannique, le bâtisseur visionnaire et le destructeur aveugle. Les Français contemporains redécouvrent progressivement la vérité historique derrière les légendes. Cette réhabilitation scientifique n'efface pas pour autant l'image populaire forgée par des siècles de tradition orale. Dagobert reste donc un personnage double, le roi historique que révèlent les archives et le héros légendaire que perpétuent les comptines. Cette dualité fait toute la richesse et toute la modernité d'une figure qui refuse de se laisser enfermer dans les catégories simples. Le monarque mérovingien continue de nous parler parce qu'il pose des questions éternelles sur l'exercice du pouvoir, les rapports entre gouvernants et gouvernés, la construction de l'unité nationale. Son exemple montre qu'il n'existe pas de solution parfaite à ces dilemmes politiques, seulement des compromis temporaires et fragiles.
Dagobert demeure ainsi le roi qui rend fou l'histoire de France, impossible à cerner définitivement, toujours prêt à surprendre ceux qui croient l'avoir compris, incarnation vivante de toutes les contradictions françaises.